Le marché mondial de l'aluminium reste incertain. Jean-François Lisée veut favoriser les entreprises régionales. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à ce web journal du mardi 24 janvier. Le marché de l'aluminium n'est pas prêt de se rétablir. C'est ce qu'a prétendu le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, ce matin en conférence de presse. Le marché du Canada subirait de plus en plus les impacts de la concurrence mondiale aux côtés du plus important producteur d'aluminium qu'est la Chine. Marie-Pierre Leboeuf, les alumineries chinoises sont de plus en plus compétitives. Oui, Frédéric, c'est 50 de l'aluminium mondial qui est produit par la Chine et la situation va aller en s'accentuant parce que dans les prévisions, la Chine va produire beaucoup plus dans les 6 prochaines années que ce qu'ils ont produit dans les 11 dernières années. Ce qui fait en sorte que les alumineries chinoises sont de plus en plus compétitives, non seulement parce qu'ils ont les plus bas coûts de production, mais également parce qu'ils ont de grands projets d'expansion qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on a ici. Et d'ailleurs, ils ont 180 alumineries en comparaison avec 10 au Canada. Il y a de plus en plus de fermetures chez nos voisins, les États-Unis. Est-ce que ça se rapproche de plus en plus de chez nous? Oui, exactement. C'est inquiétant, mais ce qu'a expliqué M. Simard ce matin, c'est qu'on est actuellement dans une période de désert depuis 2008 et ça va se poursuivre dans les prochaines années. Mais à long terme, il y a de l'espoir. Il faut seulement arrêter de faire la guerre au volume parce que dans la situation actuelle mondiale de production d'aluminium, tous les pays essaient de se repositionner et donc, voilà. Et est-ce que M. Simard a réagi face aux intentions de M. Trump de faire des changements à l'ALENA? Selon M. Simard, le Canada ne sera pas touché par la révision de l'ALENA. Par contre, il est davantage inquiet des effets indirects que ça pourrait avoir sur le marché de l'automobile. On l'écoute. Derrière l'ALENA, il y a tout le marché automobile. Et c'est une industrie qui est très forte aux États-Unis, que l'administration veut protéger avec tout ce qu'il y a derrière ça. Et on comprend que c'est à peu près notre principal marché présent. Et on a parlé de coupures de postes qui auraient lieu à Rio Tinto. Est-ce que M. Simard a expliqué ces coupures? M. Simard n'est absolument pas surpris de cette annonce parce que la production mondiale actuelle est très contraignante et difficile, ce qui force les industries à s'ajuster pour perdurer dans le temps. Et d'ailleurs, il avait quelques mots à nous dire à ce sujet. C'est à chaque entreprise de déterminer quels sont les moyens, les mécanismes les plus aptes à la protéger, parce qu'on est vraiment dans un mode de protection des acquis. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je vous en prie. L'ex-juge Louis-Charles Fournier est décédé hier. Ses anciens collègues ont souligné autant sa rigueur au travail que sa gentillesse comme juge en chef de la Cour du Québec. Évelyne Auger, qu'avaient à dire les quelques avocats du Palais de justice de Chicoutimi ce matin? Je me suis entretenue avec l'avocat Jean-Claude Ouellette qui a souligné la serviabilité de l'homme. Il a également affirmé qu'il aimait travailler avec les nouveaux avocats et qu'il aimait que ceux-ci lui posent des questions. Il l'a décrit comme étant un très bon juge. Je me suis également entretenue avec Maître Luc Tourangeau qui a affirmé que dans son bureau, c'était un homme très poli, très gentil. Il l'a cependant décrit comme un homme très exigeant, autant par rapport à lui-même que par rapport aux autres. Sur ce, je vous laisse écouter ses propos. Il est exigeant pour tous, donc autant pour la poursuite que pour la défense. Et donc, il y avait une belle qualité au niveau de l'impartialité, en ce sens qu'il n'y avait pas de parti pris et que c'était vraiment aux deux à faire leur job, mais on avait intérêt à faire notre job comme il faut, puis à savoir où on s'en allait, puis ce qu'on faisait. Parce que sinon, on pouvait se le faire dire. Et quel a été le moment marquant de la carrière de M. Fournier? Eh bien, le 16 juin 1980, il a accepté d'être le négociateur dans une prise d'otage du gardien de prison de 62 ans, Eugène Roberge, qui avait été séquestré par les détenus Roger Scott et Yvon Brouillard, qui étaient accusés de meurtre. Le criminaliste avait réussi à négocier l'avenue d'un médecin pour l'otage qui souffrait de troubles cardiaques, entre autres. L'avocat avait même dû avaler un comprimé
comprimés de Valium à la demande des criminels qui avaient demandé cette marchandise-là. La prise d'otage s'était bien terminée. L'otage, les deux criminels et le criminaliste avaient réussi à retourner chez eux. Ils s'étaient sortis de la maison tous menottés, mais en sous-vêtements. Merci, Evelyne. Je vous en prie. L'embarquement des cabanes à pêche à L'Anse-à-Benjamin est prévu pour ce jeudi 26 janvier dès 7h30. Les plus récentes données ont permis de constater une épaisseur moyenne de glace de 12 pouces. Pour ceux qui le désirent, les cabanes pourront être pesées gratuitement au courant de la première fin de semaine de 7h30 à 16h30. La pesée aura lieu dans le stationnement du site des écorceurs. Pour toute autre information concernant les secteurs autorisés et non autorisés à l'embarquement, rendez-vous sur le site web de la Ville. Le Parti québécois veut être le parti des petites et moyennes entreprises. C'est sur quoi a insisté le chef du PQ, Jean-François Lisée, ce matin devant les membres du Cercle de presse du Saguenay. Selon lui, rien n'est fait pour aider les entreprises de la région à prospérer. De plus, il a dénoncé les coupes dans les principaux secteurs économiques qui ne font qu'accumuler les impacts nuisibles au développement régional. Rosalie Dumais-Beaulieu y était. Combien le Parti québécois veut être le parti non seulement des régions, mais des petites et moyennes entreprises. Jean-François Lisée termine aujourd'hui sa tournée régionale. Entouré des 3 députés péquistes de la région, il a tenu à souligner d'entrée de jeu tous les torts qu'ont subis les petites et moyennes entreprises depuis que le premier ministre Philippe Couillard est au pouvoir. Si Jean-François Lisée est élu aux prochaines élections, il prévoit faire confiance aux acteurs régionaux pour arrêter la contre-productivité actuelle. Notre objectif, c'est de respecter les formules locales, de les appuyer et de les financer correctement. Et qu'on a une initiative pour faire en sorte que notre gouvernement appuie les PME, appuie les jeunes entreprises. Il a d'ailleurs évoqué une crise du leadership, notamment causée par Revenu Québec qui agit comme un éteignoir, a-t-il dit. Selon lui, les entreprises n'ont plus de soutien et de mentorat pour se développer. Alors, il faut conjuguer le dynamisme inhérent chez les acteurs locaux et l'accompagnement du gouvernement du Québec. Jean-François Lisée a d'autre part évoqué qu'il entrevoyait mettre un cran d'arrêt à la centralisation des services vers les grands centres, tout en réinvestissant dans la diversification économique grâce à des ministres actifs dans les régions. Bon, alors nous, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en leurs députés régionaux. Moi, je sais que dans l'équipe du Parti québécois actuel et à venir, on va avoir des gens de grande qualité, de provenance des régions. Le chef du Parti québécois semble confiant pour ses projets, tout en gardant en tête son référendum prévu au 2e mandat. Le Parti québécois se présente comme un parti revisité avec une nouvelle attitude et des propositions plus claires, selon M. Lisée. Reste à voir aux prochaines élections si les régions seront vraiment au centre des intérêts du Parti québécois. Rosalie Dumais-Beaulieu, ATM Nouvelles, Saguenay. Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a amorcé des moyens de pression pour que les services qui touchent le traitement du cancer de l'œsophage reviennent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé la semaine dernière que ces services allaient être déplacés à Québec. Amélia Chasseur-Chartier, pour quelles raisons la région va perdre ses spécialisations? Le ministre Barrette a expliqué que les cancers qui étaient moins répandus, comme celui de l'œsophage, avaient besoin d'équipes qui étaient dédiées à la maladie pour un maximum d'efficacité. Il a dit que les équipes qui finissaient par se perfectionner et qu'il allait être plus habiles. Donc, c'est pour ça qu'il est pertinent de tous les regrouper au même endroit. Et de plus, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'atteint pas le minimum des quotas. Et quel est ce minimum? Le docteur Barrette a expliqué que selon la littérature scientifique, au moins 40 cas de cancer de l'œsophage par an sont nécessaires pour que l'hôpital ait des résultats idéaux. Il a avoué que s'il gardait ce minimum-là, seulement 2 à 3 hôpitaux pouvaient être en mesure de le compléter. Donc, il a décidé de descendre ce nombre-là à 20 et c'est un quota que le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne respecte toujours pas, ayant seulement 4 à 7 cas de cancer de l'œsophage par an. Et quelles peuvent être les conséquences d'un tel déplacement pour la région? Les médecins qui pratiquent ces chirurgies font aussi des chirurgies du poumon ou même du cœur. Donc, le ministre, même s'il a assuré les services, ces services-là et le service d'oncologie, a assuré qu'ils allaient rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais Sylvain Gaudreault est déçu de... Il dit que cette spécialisation-là qu'on va perdre pourrait nuire à la région. On l'écoute à ce moment. Moins ils vont faire d'opérations, par exemple, pour l'œsophage, moins ils vont en faire pour les poumons et autres spécialités. Alors, c'est sûr que c'est nuisible pour la région. Et quel est l'impact sur les patients?
Ils devront aller à Québec pour recevoir les soins nécessaires. Et c'est un aspect dont Sylvain Gaudreault n'était pas content. Il accuse entre autres le ministre Barrette de faire déplacer des patients qui sont déjà fragilisés par la maladie. Pour lui, ils étaient la priorité. On écoute ce qu'il avait à dire. La première chose à faire, c'est de s'occuper des patients d'abord. Alors moi, je ne comprends pas que le gouvernement préfère déplacer les patients plutôt que de déplacer les médecins. Merci, Amélia. Ça m'a fait plaisir. De passage dans la région, le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Jean-François Lisée, s'oppose à la centralisation des services, en plus de dénoncer les coupes d'emplois à Rio Tinto. Ma collègue Laurie Trottier, l'a rencontré. Bonjour, M. Lisée. Bonjour. D'entrée de jeu, on a appris cette semaine que Rio Tinto prévoyait abolir une dizaine de postes à l'usine Grande-Bay. Comment réagissez-vous à cette nouvelle? Écoutez, c'est sûr qu'il y a des fluctuations. L'important, c'est de regarder sur une dizaine d'années, est-ce qu'on est en croissance et est-ce que les accords que le gouvernement a conclus avec Rio Tinto donnent de bons résultats. Et je pense qu'on a des raisons de se poser des questions. Bon, par exemple, le fait que année après année, Rio Tinto produit de l'électricité qu'il vend à Hydro-Québec, alors qu'Hydro-Québec n'a pas besoin de cette électricité-là. Est-ce que c'est un bon deal? Je ne suis pas certain de ça. C'est sûr que Rio Tinto a fait une année record l'an dernier, à la fois dans son chiffre d'affaires et son profit. Donc, c'est un peu bizarre qu'ils réduisent l'emploi. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque le gouvernement du Québec fait des ententes avec des grandes entreprises, ensuite, il n'y a pas de suivi sur les ententes. Alors, je me dis, ça aiderait peut-être si chaque année, et c'est ce que je propose, chaque année au ministère de l'Économie, il y ait un rapport qui soit fait sur les ententes avec chaque entreprise et vérifier si l'entreprise a satisfait les conditions. Ça mettrait de la pression constante sur les entreprises pour dire, bien là, ça va être dans le journal au 1er octobre de chaque année, donc on va essayer de satisfaire les conditions. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que certaines grandes entreprises ont une partie gratuite sur les contreparties qu'on leur avait demandées contre par exemple, des tarifs d'électricité plus bas. Parfait. Et au Québec, depuis plusieurs années, on assiste à une centralisation des services. Récemment, on a appris que les soins offerts pour le cancer de l'œsophage, qui était originalement à Chicoutimi, allaient être transférés à Québec. Si vous prenez le pouvoir en 2018, qu'allez-vous faire pour lutter contre cette centralisation? Bon, d'abord, c'est contraire à la philosophie du Parti québécois depuis sa naissance. Le Parti québécois était un parti des régions. D'ailleurs, les premiers élus étaient à Montréal et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vraiment, les deux jambes du Parti québécois, là, il y en a une qui est très clairement ici. On a créé les MRC, on a fait les crédits d'impôt pour les régions, on a créé les centres locaux de développement. Donc, pour nous, aider les régions à se développer, aider le territoire à être correctement occupé, ça fait partie de notre ADN et puis c'est une responsabilité qui est aussi la mienne comme chef du Parti québécois. Alors, je suis franchement scandalisé par l'ensemble des mesures de centralisation que le gouvernement Couillard a prises. Et puis moi, je vois ça comme un train. Ils ont mis le train vers Québec, puis nous autres, on va le prendre, on va le retourner, puis on va le renvoyer vers les régions. Et je dis, s'il y a des élections en octobre de l'an prochain, une des premières choses qu'on va faire, c'est mettre un cran d'arrêt à toute mesure de centralisation en cours. On va dire à tous les ministères, les agences, là, si vous êtes en train de centraliser quelque chose, là, arrêtez immédiatement, parce qu'on va revoir ça, puis on veut renvoyer des services plus proches de la population. Okay. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ça risque de bouleverser un peu l'accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, considérant que le Saguenay-Lac-Saint-Jean dépend beaucoup de l'économie du bois d'œuvre. Qu'attendez-vous un peu du gouvernement Trudeau là, dans les négociations? Je voudrais qu'il arrête de nuire, parce que d'abord, évidemment, le bois d'œuvre ne fait pas partie de l'ALENA, et ça, c'est un problème. Si le bois d'œuvre faisait partie de l'accord, on ne serait pas constamment menacé par les lobbies américains, puis on ne perdrait pas des emplois. La dernière crise, on a perdu 20 000 emplois. Alors, je pense qu'il faut saisir cette occasion pour dire, bon, on en a des demandes. M. Trump, vous voulez réouvrir l'accord? Bien, nous, on a des demandes. On veut que le bois d'œuvre soit à l'intérieur de cet accord-là. Puis, on ne veut surtout pas de quotas. Parce que ce que M. Trudeau a dit récemment, c'est qu'il était ouvert à l'idée d'avoir des quotas, c'est-à-dire de limiter notre capacité d'exporter notre bois aux États-Unis. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Peut-être que c'est bon pour la Colombie-Britannique, mais c'est pas bon pour le Québec. Et donc, moi, je pense que si le Québec était indépendant, on négocierait avec nos propres revendications. Là, on a un négociateur qui est M. Trudeau, qui défend mal notre position. OK.
Dans un tout autre ordre d'idées, M. Lisée, on a appris récemment que le Parti libéral du Québec allait suspendre l'étude de nouveaux dossiers concernant le parrainage de réfugiés. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on attend aussi des familles. Si vous passez au pouvoir, qu'allez-vous faire pour accélérer les démarches là, au niveau provincial? Bien, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu tellement de demandes qu'on n'arrivait pas à répondre à la demande. Alors donc, autant ne pas susciter des faux espoirs chez des nouveaux parrains. Mais effectivement, là, il semble y avoir un goulot d'étranglement. Il n'y a pas suffisamment de réfugiés pour la volonté d'accueil des gens ici au Saguenay et ailleurs au Québec. Alors, il faut trouver des moyens d'accélérer les choses, c'est certain. OK. Et croyez-vous que le départ de Françoise David au Québec solidaire pourrait favoriser la convergence des forces souverainistes? Françoise était une des artisanes de la convergence. En décembre dernier, le Conseil national de Québec solidaire a voté à 80 une résolution pour qu'il y ait des discussions entre Québec solidaire et le Parti québécois et d'autres mouvements pour essayer d'additionner nos forces pour qu'à l'élection de l'an prochain, ça soit la fin du régime libéral. Alors, je pense que Françoise était active en ce sens-là. Quelqu'un comme Gabriel Nadeau-Dubois est d'ailleurs favorable à ça aussi. Alors, je pense que peu importe les changements de personnel, l'important, c'est la volonté politique d'additionner nos forces. Elle existe au Parti québécois, elle existe à Québec solidaire plus qu'à n'importe quel moment dans les 10 années d'existence de Québec solidaire. Alors moi, j'ai bon espoir qu'on va trouver des terrains d'entente. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. C'est moi qui vous remercie. Le taux de diplomation collégiale au Saguenay-Lac-Saint-Jean atteint 64,5 %, soit 2 % de plus que la moyenne québécoise. Selon le professeur et chercheur de l'UQAC, Michel Perron, seulement le tiers des étudiants terminent leurs études dans le temps requis. Certains interrompent leur parcours pour des voyages ou du travail. M. Perron conclut en indiquant qu'en France, il est interdit de quitter une formation pour y revenir quelques années plus tard. La Fédération de la santé du Québec et le Syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé de l'Est du Québec se réjouissent de la décision du ministère de mettre fin à l'exigence d'un pré-test qui était imposé aux infirmières et aux infirmiers détenteurs d'un diplôme d'études collégiales avant d'avoir droit à la formation prévue dans leur convention collective. Selon la présidente de la FSQ, Claire Montour, ce recul patronal est un effet direct des multiples pressions exercées au cours des dernières semaines par les instances affiliées à la Centrale des syndicats du Québec. Elle soutient que lors de la dernière négociation, ils avaient obtenu 25 heures de formation accréditée pour les infirmières et les infirmiers. Une collaboration avec le prestigieux concours Valoir en France a vu le jour cette année avec Saguenay-en-Neige. C'est ce matin que la directrice générale Kate Savard a dévoilé la programmation de la 33e édition qui prendra son envol le 2 février prochain. Notre journaliste Jonathan Barbeau a assisté à la conférence de presse. C'est ce qui lance la prochaine programmation. Rendez-vous du 2 au 12 février. Saguenay-en-Neige est un événement rassembleur convivial. Que ce soit pour les adultes ou encore les enfants, toutes les activités sont gratuites. Avec plus de 100 000 participants chaque année, Saguenay-en-Neige a également un volet artistique qui a été développé davantage cette année. Une collaboration entre Saguenay-en-Neige et le reconnu concours de sculpture sur neige à Valoir en France a été déclarée. On a commencé des approches avec eux. L'année dernière, déjà, on est allé les visiter, un administrateur, Michel Fortin, mais également, le sculpteur est allé participer à titre de concurrent et a commencé à établir des liens. Et à la suite de ça, l'association s'est faite tout naturellement. Le statut dont jouit l'événement fait l'unanimité. Pour une 33e édition consécutive, c'est l'arrondissement de Jonquière au complet qui est derrière l'événement. On sent vraiment que le festival appartient à tout le monde dans la ville, autant les citoyens que les partenaires d'affaires. On sent vraiment que les gens se sont appropriés le festival et en sont fiers à leur tour. Puis, sans la participation de tout le monde, un succès comme ça serait pas possible. Même si Saguenay-en-Neige a déjà fait son nom au fil des années, la directrice générale Kate Savard veut continuer de perfectionner l'événement. Cette année, on a retravaillé un petit peu la configuration du site, mais on travaille vraiment d'année en année à améliorer les infrastructures du festival. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les installations pour Saguenay-en-Neige ont déjà commencé. La 33e édition se tiendra du 2 au 12 février, mais avec le 3 comme soirée d'ouverture. Ici Jonathan Barbeau, Anthem Nouvelle, Saguenay. Du 12 au 18 mars, la ville de Saguenay sera l'hôte des championnats nationaux de dynamophilie.
Plusieurs centaines d'athlètes de partout au pays seront présents pour tenter de se tailler une place pour les championnats du monde. Saguenay était en compétition avec Toronto et Calgary pour l'obtention de la compétition. Mon collègue Pierre-Olivier Poulain s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec l'organisateur et propriétaire du club Mofo Élite de Jonquière, Joël Boulian. Donc, M. Boulian, pour commencer, qu'est-ce que la dynamophilie en tant que telle? La dynamophilie, c'est un sport de force. Le mot anglophone est plus souvent utilisé. On utilise le mot powerlifting. C'est un sport de force maximale, comme j'ai dit, ça comprend 3 mouvements. Donc, plusieurs confondent haltérophilie et dynamophilie. Non, ce n'est pas le même sport. Premièrement, c'est important de savoir ça. Premier mouvement, c'est flexion des jambes, squat. Ça s'appelle un squat en anglais. Il y a 3 essais par mouvement. Donc, il faut faire la charge la plus lourde sur 3 essais. On n'a pas le droit de baisser la charge. Donc, si je commence, admettons, à 200 kg, je peux monter de 200 kg, 210 kg en deuxième, 220 kg en troisième. Mais on ne peut pas descendre la charge? On ne peut pas descendre de la charge qu'on a mis initialement au premier essai. Okay. Ensuite, on a le bench press qui s'est développé couché en français, qui est un mouvement classique d'entraînement qu'on retrouve dans la plupart des gyms. On est couché sur un banc, descend la barre à la poitrine. On attend que l'arbitre dise press. Ensuite, extension complète, je peux raquer la barre. Donc ça, c'est un contexte qui est un petit peu plus sévère que, mettons, la plupart des gens qui font un bench, un développé couché dans un gym standard. Ça aussi, c'est encore la même chose, on n'a pas le droit de diminuer la... Exactement. On a un premier essai, ensuite un deuxième essai, on peut monter la charge. Si on a raté la charge, normalement, on reste à la même charge. C'est jouer sécuritairement parce que le cumulatif des 3 levées, c'est ce qui va faire ton score. Ensuite, pour terminer, on a le soulevé de terre, communément appelé deadlift. Que la barre est au sol, il faut la lever au niveau des hanches. Donc, tantôt, je faisais le comparatif avec l'haltérophilie. Il n'y a pas de levée au-dessus de la tête. Okay. Fait que, finalement, on prend notre meilleur squat, notre meilleur bench et notre meilleur deadlift. On additionne ça, ça donne un cumulatif, on appelle le total. Ça donne ton score. Au-delà de ça, il y a une formule rapport poids-puissance qui s'appelle la formule Wilks. Okay. Donc, ça permet de comparer une plus petite personne avec une plus grosse personne. Mettons une catégorie de 59 kg avec un super heavyweight de 125 kg. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait d'être l'hôte d'un événement comme ça ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Premièrement, c'est un rêve là, pour moi d'organiser ça. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le sport. J'ai organisé mon premier championnat provincial en 2011. Je m'étais dit après ça, à crime, ça serait un beau projet d'organiser dans ma trentaine un championnat canadien. Donc, premièrement, il faut que tu fasses la demande. J'ai fait la demande en 2015 au championnat canadien à l'Assemblée annuelle. Heureusement, ça a été accepté. Donc, là, à partir de ça, il faut que tu te prépares. Puis le sport est en expansion. Donc, la demande qu'il y avait en 2015, on jouait à l'entour de 250 membres. 250 participants, maintenant, ça a doublé, presque triplé. Fait que c'est sûr que moi, j'ai une contrainte de géographie, d'inscription, si on peut dire. C'est pas tous les gens qui ont le moyen de voyager à Saguenay. Non, c'est sûr. C'est très dispendieux de voyager au Saguenay. Les gens qui partent de Victoria, d'Alberta, ils partent en avion, ils arrêtent à Québec souvent. Soit il faut qu'ils louent une voiture, soit qu'il faut qu'ils viennent en autobus. Donc, c'est plus contraignant pour eux de voyager au Saguenay que de nous pour y aller. OK. Puis parmi tous les athlètes qui vont être présents à cette compétition-là, il y en a combien qui viennent de la région exactement? On a environ 12 à 15 athlètes qui viennent de la région, donc c'est quand même une super belle représentation. C'est des athlètes qualifiés, c'est des athlètes qui sont au niveau national. Donc, on a une belle représentation. Parmi ces athlètes-là, on a Jessica Benedetto, qui est 3e au monde à l'heure actuelle, chez les 57 kg junior Open. Ensuite, on a Camille Tremblay, qui est 3e au monde sub-junior, des 18 ans et moins, dans les moins de 72 kg femmes. Ensuite, on a... moi, je fais la compétition aussi. Je suis 4 fois champion canadien. Donc, on a quand même une très belle représentation. OK. Est-ce que c'est difficile vraiment d'amener... Vous avez parlé du transport, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi c'est aussi difficile de faire venir des gens de l'extérieur à cette compétition-là? Normalement, les vrais qui vont venir compétitionner, les meilleurs sont déjà inscrits. Tout le monde est là. Les top lifters sont là parce que c'est la plus grosse compétition annuelle au Canada. Donc, cette compétition-là, c'est elle qui détermine l'équipe canadienne pour représenter au championnat du monde, puis pour l'équipe nationale, pour les autres événements nord-américains.
Donc, si tu n'es pas présent dans cette compétition-là, bien, malheureusement, tu ne pourras pas faire partie de l'équipe canadienne de 2017. Donc, ça, c'est ce qui favorise beaucoup la participation dans mon championnat. C'est la plus grosse compétition de l'année en termes d'importance. Puis c'est où, justement, ces championnats mondiaux-là? C'est quand aussi? Cette année, le championnat du monde se déplace à chaque année. L'an dernier était en juin dernier, ça a été au Texas, à Killeen. Cette année, Biélorussie, au mois de juin. Donc, ce n'est pas à côté. C'est assez loin. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement participer dans ces championnats-là. Mais cette année, on a la chance d'avoir le championnat nord-américain à Orlando, en Floride. Donc, c'est un petit peu avant, dans les mêmes dates. Donc, il y a quand même des choix intéressants pour l'équipe canadienne de 2017. Puis, pour revenir au championnat qui aura lieu au mois de mars, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que ça coûte quelque chose? Ah, pour participer ou pour voir? Non, pour participer. Pour participer, c'est sûr qu'il y a un coût d'inscription. Organiser un événement comme ça, c'est environ 60 000 $ de budget que ça prend pour organiser un tel événement. Ça prend de l'équipement calibré. C'est vraiment une grosse organisation quand même. Donc, oui, il y a un coût d'inscription. Il faut être qualifié aussi. Je vais juste vous arrêter. On commence vraiment à manquer de temps. Joël Bouliane, merci beaucoup pour vos mots. C'est très apprécié. Samy Nicolas Lévesque, le site d'Environnement Canada, annonce un avertissement de neige en vigueur chez nous ce soir. Oui, effectivement, on prévoit une accumulation de neige de 15 à 25 cm ce soir et cette nuit au Saguenay, ainsi que des vents de 40 km/h pour une température de -3. Pour la journée de demain, une faible neige et une température plus stable à -2. Maintenant, au lac Saint-Jean, il fait présentement -15 et ce soir et cette nuit, on atteint une accumulation de 10 cm pour des vents de 40 km/h et une température de -4. Toujours au lac Saint-Jean, mercredi, on attend une neige intermittente et une accumulation de 2 à 4 cm pour une température de maximum -2. L'équipe de la Pige vous rappelle d'être très prudent sur les routes puisque les conditions routières sont très changeantes et se détériorent rapidement et que l'accumulation de neige pourrait rendre les conditions routières difficiles. Alors merci et soyez prudents. Merci Samy. C'est ce qui complète notre web journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Au revoir et à demain.